Bonsoir, monsieur Robert Mouté-Ambassa. Bonsoir, madame. Comment vous allez ce soir? Ben, ça va très bien. Vous êtes très élégant. Ah, ça va, ça va. Voilà. Vous êtes très élégant ce soir. Merci. Mais pourquoi ne pas avoir mis de cravate? Oh, nous sommes un dimanche soir, il faut être décontracté. Parce qu'après ici, on peut aller faire le mouvement. Ah, donc vous êtes un homme de mouvement. Ah oui, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end quand vous n'êtes pas en train de travailler? Ah, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime jouer à la guitare. Oui. Vous avez appris à jouer à la guitare? À quel âge? Oui, comment? J'ai appris à jouer à la guitare dès la classe de 6e. J'étais au lycée polyvalent ici à Bonabéry. Et en classe de 3e, j'avais déjà un bon rythme. Et en classe de seconde, je suis devenu bassiste de l'équipe du club principal du lycée. Et en première, chef d'orchestre. Wow. Et après, bon, c'est mon hobby, j'adore, je peux jouer toute une journée sans regarder. Et puis, la majorité des cabarets, des boîtes de nuit et autres, dès que j'entre, qui me voit, on me passe la guitare basse. C'est mon instrument de prédilection. Essentiellement. Non, mais je joue à tous les instruments. Mais c'est celle-là que je choisis quand je suis sur le podium parce que ça fait vibrer le cœur. Et qui, selon vous, puisqu'on parle de bassiste, il paraît que le Cameroun regorge de très grands bassistes. Qui est, selon vous, le plus grand bassiste camerounais? Oh, disons que ça dépend de l'époque. À l'époque où moi je jouais, le plus grand bassiste c'était Vicky Dimo. Oui. Et j'ai beaucoup appris dans la guitare basse en interprétant ses disques parce qu'il faisait ce qu'on appelle la solo basse. Vous savez, il joue très rapide, il était très rapide et il est gaucher en plus. Bon, il y avait Aladji Touré aussi. Oui. Ensuite, on a eu certains qui sont là en ce moment, là, du côté de la France. Il y avait Manga Bass, il y avait autres, et puis il y a Richard Bona. Bon, Richard Bona, qui est un petit frère, il a appris à jouer la guitare chez moi. Et donc... Il va réagir, hein? ça les assure. Il va réagir. Donc, tout à fait, Richard Bona jouait avec mon petit frère. Et il était au collège Bénédicte avec mon épouse. Et je le connais depuis très longtemps. Et une fois, la dernière fois il est venu au Cameroun, c'est Perenco qui l'invite. Parce que quand on organisait la fête annuelle Perenco, j'ai demandé au responsable de faire venir plutôt Richard Bona. Il est venu là passer 4-5 jours au Cameroun. Pour son talent. Ah oui, oui. Pas parce que vous étiez proche. C'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur, il n'y a pas... Lui, la guitare, il fait de la guitare ce qu'il veut. Ce monsieur... c'est un grand monsieur. Ah, c'est un grand monsieur. De respect pour lui. C'est un grand monsieur comme vous allez vraiment des choses que les femmes aiment. Hein. Vous faites de la musique, vous travaillez dans le milieu secteur pétrolier. Et c'est l'odeur que les femmes aiment beaucoup. Est-ce que il n'y a pas beaucoup de femmes qui vous font la cour? C'est une femme qui parle. Ah non, je laisse ma place pour ça. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui vous font la cour? Parce qu'actuellement, c'est les femmes qui le commandent. Disons que déjà, quand j'étais plus jeune, j'étais un beau gosse. Maintenant, là, c'est un peu... Non, vous êtes toujours beau, ne vous inquiétez pas. C'est rien par rapport à ce que j'étais. Ça fait qu'à l'époque, je ne draguais même pas. C'est à l'âge de 35 ans que j'ai commencé à apprendre à draguer. Parce que là, quand vous commencez à prendre un peu de rides et autres, bon, il faut faire plus fort. Alors que plus jeune, il fallait juste choisir. Donc, ça fait que c'est vrai que j'ai toujours été dans cet environnement de femmes. J'en ai 3, hein. 3 femmes épouses. Ah oui, bien sûr. Et comment est-ce que vous les aimez, les femmes? Bien en chair, un peu fines? C'est quoi votre goût? Il faut avoir, comment je vais dire... une belle silhouette. Une bonne silhouette déjà. Une belle silhouette. Avec des formes, sans forme? Comment? Avec des formes, sans forme. Comment est-ce que vous les aimez, les femmes? Des formes, bien sûr. Oh, nous sommes les Africains. Et puis, je commence à regarder par le bas. Hein. Je commence par le bas en montant. Donc, ça fait les jambes, quoi. Ah oui, oui. Ah ouais, non. Les jambes, c'est pas là que je commence. Si elles sont toutes petites comme ça, c'est pas trop mon style. J'aime les jambes bien formées. Et puis, ça remonte progressivement, quoi. Mais vous avez 3 épouses. Comment vous arrivez à les gérer? C'est beaucoup. C'est facile. Mon père en avait 6. Oh. Vous suivez l'exemple de papa? Attendez, mon père en avait 6. Et 42 enfants. Je suis 16e. 8 grandes sœurs, 7 grands frères. Ok? C'est le meilleur système qui existe pour moi. Pourquoi? Je suis né, j'ai grandi dans la polygamie. Je suis né, j'ai grandi dedans. C'est le meilleur système. Parce que vous n'avez pas... Vous savez, ceux qui sont monogames là, un homme, une femme, c'est bien. En fait, chacun trompe l'autre. L'homme a peut-être 1, 2, 3, 4, 5 copines dehors.
Si vous prenez 100 mecs, 100 hommes, peut-être il y a 5 qui sont vraiment réglo, 95 ont des copines dehors. Donc, entre être polygame, être sincère avec les partenaires et être monogame et avoir tout le dehors comme épouse, comme femme, je crois que je préfère être polygame parce que c'est le meilleur système que dans lequel j'ai vécu. J'ai vu ce qui était positif ou négatif dans ce système. Il faut vous dire une chose, on ne pousse pas les 6 femmes au même moment. Elles viennent les unes après les autres. Donc vous avez le temps de tromper la première pour avoir une... Non, il n'y a pas de tromper, parce que dans le départ, vous êtes marié polygame. Donc la première qui est là, c'est qu'elle aura des co-épouses. C'est clair. Bon, à partir de cet instant, vous ne trompez personne. Vous êtes clair avec les gens. C'est ceux qui mettent monogame et ensuite ils vont changer, ou ils forcent le passage, on peut dire que c'est eux qui trompent. Donc moi je dis, c'est facile. Moi j'ai vu chez mon père, les 6 femmes étaient dans la même maison. Waouh, c'est facile. C'était pas facile à vivre. C'était très chaud. Même les problèmes entre enfants finissent entre les mères, et ainsi de suite. Alors, première chose qu'il faut faire, il faut les séparer. Chacun reste de son côté. OK? Ça évite déjà la proximité qui crée des problèmes entre enfants et épouses. Et de deux, le problème qui est toujours caché derrière et que les gens ne voient pas, c'est l'héritage. OK? Si papa meurt, il laisse 6 femmes, 10 femmes, comment ça va se faire? Alors, quand vous n'êtes pas prévoyant, vous allez tout faire à votre nom, et après votre décès, ça crée beaucoup de problèmes. Et nous qui avons vécu ça, qui vivons ça, moi j'en vis encore, puisque dans ma famille, je suis chef de famille, j'ai subi beaucoup de choses. C'est une grande famille aujourd'hui. De base 42, il y a 200 petits-fils de mon père et peut-être 50 arrière-petits-fils aujourd'hui. C'est une grosse famille. Donc, pour revenir à ce qu'il disait, quand vous avez il y a un problème d'héritage qui se pose toujours. Alors, il faut régler ça dès le départ. À chaque femme, tout ce que vous faites pour chaque femme et ses enfants, vous faites le nom de sa femme, le nom de jeune fille de la femme. Tout ce que la maison, jusqu'au contrat de loyer, a son nom. Vous lui achetez une voiture, vous mettez à son nom de jeune fille. Vous construisez une maison, vous mettez à son nom de jeune fille. Tout ce que vous allez faire dans ce sens, même si vous n'êtes pas là demain, ce que vous aurez fait pour elle, restera pour elle, personne ne viendra prendre. Et moi, je le fais. Vous comprenez? Ça fait que j'ai la liberté de rester seul. Et peut-être vous dire, il y a encore la place. Voilà, je venais justement à ça. Je pense qu'on vient d'avoir un cours de polygamie. Dans ceux qui nous regardent, j'espère qu'ils ont pris des notes. Moi, vous voyez le président du Sénégal? Oui. Il est à 2, il va finir à 4. Ça, c'est clair, parce que quelque part, je suis musulman. Mais je ne pratique pas trop. Mon nom musulman, c'est Ali. Mais je ne pratique pas à fond. Mais vous pratiquez quand il s'agit des femmes? Non, je choisis ce qui m'intéresse. OK? Donc, les femmes, autant elles m'aiment, autant moi je les aime. Donc voilà, ça fait que je me sens à l'aise, j'ai pas de problème. Et puis, quand vous êtes dans cette situation, enlevez de vos têtes d'être jaloux ou bien de faire croire que réfléchir à chaque fois que ma femme elle est où elle est avec qui. Non, enlevez ça de vos têtes. Parce que, vous savez, mon père, il y avait 6 femmes, j'ai dit. Nous sommes 42. Dans les 42, il y a 10 enfants qu'il a reconnus. Qui sont les enfants qui ont été faits par ses épouses. Mais il le sait, mais il les a reconnus, les a gardés. Et ce sont nos frères. OK? Parce que l'appréciation de la richesse n'était pas financière. C'était au nombre d'enfants. Je lui avais posé la question, pourquoi il me dit non. Pour nous, la richesse, c'est le nombre d'enfants. À l'époque, par exemple, quand vous avez une plantation et que vous avez 42 enfants, c'est la main d'œuvre gratuite. Et quand la famille est attaquée, ça fait 42 gladiateurs contre vous. Et ainsi de suite. Il ne faut pas toujours regarder le côté matériel, le côté ceci, cela. Donc moi, j'essaie de voir qu'est-ce qui était bien chez mon père, que je garde. Ce qui n'était pas bien, j'essaie de trouver des solutions. Et ça fait que, bon, moi, j'ai la liberté d'être seul et puis... Si vous êtes disponible, il y a encore la place. Bon, je pense que je vais passer mon tour à quelqu'un d'autre pour ça. On vient d'avoir un véritable cours sur la polygamie. Je pense que ceux qui nous regardent ont pris des notes. Il n'y a pas que votre carnet familial qui est fourni, également votre CV. Vous êtes expert pétrolier, vous êtes expert en sécurité et sécurité, vous êtes expert en développement durable, option management environnemental, consultant en gestion de crises et catastrophes majeures, consultant et interface
l'administration et communauté riveraine aux exploitations pétrolières. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour avoir autant de connaissances? Ben, c'est très simple. Madame, donnez-moi 2 minutes, j'espère que... Vous savez, je suis un cas atypique. Mon papa était sous-préfet. OK? Et il a été sous-préfet en Banga. Dans le Mongo. Il a été sous-préfet en Banga de 1970 à 1975. Quand Wandi Ernest, de l'UPC, se rend, c'est à mon père qui se rend. En janvier Je suis là. 1911. Voilà, je suis là. Je crois que je suis au cours moyen 1, quelque chose comme ça. Je sais déjà, surtout que c'était pas facile de vivre à cette époque, ni aller d'une ville à l'autre, les laisser passer, tout ça. À 18 ans, on était sous les lits, tout ça. C'était pas facile. Quand Wandi vient à la maison, je vois le monsieur dire, ben, c'est pour ce monsieur qu'on souffre comme ça. Mais il est simple. Hein. Il a l'air sympa. Il m'a d'ailleurs appelé. Mon père a voulu me faire partir. Il a dit, non, monsieur, je me fais pas. Il m'a dit, ça va. J'ai dit, oui, ça va. Tu me connais? J'ai dit, j'ai entendu parler, on est sous le lit régulièrement. À cause de vous? Il dit, non, il ne faut pas être sous le lit. Il n'y a pas de problème. C'est pour votre bonheur que nous travaillons. Après, mon père m'a écarté. Parce qu'il était là en attendant que le préfet Namba, qui était en Konsamba, vienne. Et ensuite, qu'on devait l'hélicoptère de la base, la même de l'air, il va envoyer son hélicoptère en Banga, le récupérer pour l'envoyer à Douala. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est toute une autre histoire. Donc, j'ai ce côté-là où j'ai été affecté par ça. Première chose. Deuxième chose, mon papa part en retraite. Quand je suis en classe de 3e, j'ai le BPC cette année-là, j'ai reçu le concours d'entrée au lycée Tani de Douala. À l'époque, c'était l'unique lycée, il fallait faire un concours national. Mais curieusement, à la rentrée, quand je dis à mon père, bon, il faut que j'aille à Douala pour la rentrée scolaire, il m'a donné 4 000 francs. Il m'a dit, mon fils, je n'ai plus d'argent, je suis retraité. Et dans la position de retraite, il avait encore 21 gamins mineurs. Il me dit, va te démerder, si tu ne trouves personne pour t'aider parmi tes aînés, bon, tu fais un concours, tu peux être même inspecteur de police, parce qu'à l'époque, avec le BPC, on était inspecteur, bon voilà, je suis parti là. Madame, j'ai souffert comme tout le monde. J'ai appris à souffrir. De ma naissance jusqu'à ce moment, les choses allaient quand même bien. On n'était pas très nantis, mais ça allait bien. Et après ça, c'est devenu très, très, très compliqué. Donc, ça m'a forgé. Ça m'a beaucoup forgé. Et je me suis battu, seconde, première, terminale. Aujourd'hui, je ne peux pas savoir qui s'est vraiment occupé de moi. C'est tout le monde qui mettait 500 et 6 000 francs là. Je me battais comme ça. J'ai réussi à obtenir mon bac. Et je commence à travailler tout de suite. Je viens à votre question, hein, je ne suis pas hors sujet. Donc je me mets à travailler tout de suite avec mon bac technique. Avec l'ambition, 2 ou 3 ans après, d'aller en Europe comme les jeunes de notre époque. On s'inscrivait dans une école d'ingénieurs, on partait en France. Et puis bon, comme 2 ans après, j'étais prêt. Mon passeport, visa, inscription, de l'argent dans mon compte pour y aller. Je n'ai pas dit au revoir à mon chef. J'étais déjà dans le pétrole. Parce que je n'ai pas dit au revoir à mon chef parce que ça m'a plu ce métier. Je lui ai dit, ben, je repars me former pour être ingénieur et ensuite je reviens. Et j'aimerais revenir dans le pétrole. Il m'a dit, ça ne sera pas facile, 5 ans, ça évolue beaucoup. Alors, tu sais ce que tu as prévu pour toi, voilà ce que nous on a prévu pour vous. Durant la formation, vous étiez major, vous travaillez bien sur le site. Dans 10-15 ans, vous serez dans ma position de chef de site. Si tout se passe bien. Alors j'ai regardé, repartir. Je ne vous raconte pas mes souffrances, hein, madame, vous allez pleurer. J'ai allé 5 ans d'études encore. Non, j'ai continué à travailler. Et du coup, ce qui était prévu en 15 ans, 8 ans après, j'étais assis au poste. Donc, étant devenu ingénieur maison, on m'a envoyé à l'École nationale supérieure du pétrole des moteurs de Pau en France. Pour aller me perfectionner en technique de production surface. Le spécialiste de production pétrolière à l'École nationale supérieure du pétrole des moteurs. Ensuite, je reviens occuper mes fonctions. Au bout de 21 ans de offshore, je négocie pour revenir à terre, à la direction. Oui, parce que mes enfants, les aînés étaient déjà à 12 ans, 13 ans, et c'était des filles, c'était une fille suivie d'un garçon et autres. J'ai dit, ma femme seule, ça commençait à devenir difficile. J'ai négocié, on a accepté, je suis revenu comme directeur adjoint des opérations.
Et à ce poste, je m'occupais des travaux. Et un an après, il y a un chef de site qui décède. On me dit, mais il n'y a personne à Paris, tu es celle qui a des aptitudes, tu repars en mer. J'ai refusé l'affectation pendant 1 mois. Ensuite, je suis allé en mer 1 an. Et de là, je suis devenu directeur QHSE. Et c'est là où les choses commencent à se changer. Parce que durant les positions de formation à l'École nationale supérieure du pétrole, j'ai fait d'autres formations, d'autres perfectionnements, pratiques sur le terrain. Chez Jacques Alstom, celui qui construit les motrices de trains en France, mesures industrielles, régulation analogique, tout ça. Ensuite, quand il passe directeur QHSE, c'est là que je commence à faire des formations dans chaque entité. Vous comprenez? Qualité, santé, sécurité, sûreté, environnement, inspection. Alors je me formais dans chaque filière. Et ça m'a amené à l'École nationale supérieure, la marine marchande au Havre. Ça m'a amené à Southampton en Angleterre pour des stages de gestion des crises et catastrophes majeures. Ça m'a amené au département d'État américain pour la gestion des crises dans la zone du Golfe de Guinée. Ça m'a amené chez Bureau Veritas pour la gestion de la sécurité. Donc, tous ces stages et formations, je les ai faits. Ça fait que je suis devenu un homme pluriel. À ce stade, je reviens, j'occupe mes fonctions de directeur QHSE. Ensuite, on me nomme directeur QHSE et permitting. C'est-à-dire, on lançait la centrale à gaz de Kribi. C'était la forêt. Alors c'est moi qui lance les choses en allant sur le terrain, dans la forêt, pour lancer les études d'impact environnemental et social. Je me rends compte quand même que c'est une formation que je n'ai pas complètement et qu'il me faut compléter. C'est là où je m'inscris à l'IRIC. Ok? Je m'inscris à l'IRIC où je pars faire un master CA2D en développement durable, option management environnemental. Et que j'ai obtenu, et puis voilà. Voilà pourquoi vous voyez un peu, il y a un peu de tout ça dans ma formation. J'ai plusieurs casquettes parce que c'est pour ça que j'interviens dans plusieurs domaines avec autorité. Et de manière brève, comment est-ce que vous gérez toute cette casquette? Parce que c'est pas évident d'être expert un tout petit peu partout. Oui, mais il faut savoir déléguer, madame. J'avais oublié, je suis expert pétrole à la Cour d'appel du littoral. Hein. Okay? Quand il y a des problèmes pétroliers à la Cour d'appel et que les magistrats ont besoin d'assistance, on peut aller leur dire comment ça se passe dans ce milieu pour les aider à prendre la bonne décision. Donc comment on fait? Madame, il faut savoir déléguer. Vous savez, j'ai eu cette chance que j'ai compris très tôt dans ma carrière qu'il fallait déléguer pour avancer. Parce que si vous ne déléguez pas, ben vous allez garder le poste longtemps. Il n'y a personne pour vous remplacer parce que vous ne formez personne. Moi, dès que j'arrivais à un poste, je faisais ce qu'il y a à faire, des changements, et puis je formais quelqu'un et je partais commencer à négocier à partir ailleurs. Donc toute ma carrière, j'ai fait à peu près 3 ans, 4 ans, à chaque fois. Ça vous a donné beaucoup d'argent, ça m'a donné, bien sûr. Sur Douala, on raconte dans les cabarets que vous avez reçu une indemnisation récemment de près d'1 milliard. Non. Est-ce que c'est une légende? C'est pas une légende. Vous avez reçu 1 milliard dans votre compte? Non, c'était pas 1 milliard, c'était 500 millions. Ah, la moitié du milliard. Ouais, c'est proche quand même. Hein. Ouais. Je vous explique très simplement. C'est quand je pars de Perenco qu'on me paye cette somme. Beaucoup de gens n'ont pas compris que celui-là a une position de numéro 2 de l'entreprise, il gagne beaucoup d'argent, il a des facilités. Monsieur Rodrigue, dans la vie, il faut savoir défendre des valeurs. Ce qui se passe est très simple et vous allez le comprendre. Il y a un nouveau directeur général qui arrive. On discute, il me dit, bon, nous allons continuer à travailler ensemble. Tu vas jouer le même rôle qu'avec mon prédécesseur. Mais je me rends compte qu'au quotidien, il fait le contraire de ce qu'il me dit. Et à mon âge, avec mon expérience, j'ai le réflexe de lui dire que, mais DG, tu as dit ça, tu as fait ça. Tu as dit ça, tu as fait ça. Après 3 ou 4 occasions, il était embarrassé. Il ne savait plus trop quoi faire. Et là où ça m'a amené à partir de l'entreprise, c'est quoi? Il m'annonce qu'il va faire une réduction d'effectifs. Paris a donné une mission de baisser les coûts de 50%, là où c'est possible. Et au niveau du personnel, il voulait enlever des centaines de Camerounais. Parce que, vous voyez, ces multinationales ont un effectif, c'est important, Rudik, c'est un petit effectif, mais il y a beaucoup de contractés. Pourtant, il y a assez d'argent pour payer tout le monde, mais bon. Il fallait réduire les effectifs. J'étais un peu con. Je lui ai dit, mais non, il y a beaucoup d'expatriés là. Le coût que tu veux économiser sur quelques centaines de Camerounais,
5 expatriés, règle le premier, peut te donner des noms. Il me dit non, c'est pas possible, il ne peut pas toucher aux expatriés, parce que c'est Paris qui gère. J'ai dit bon, ok. Je rentre dans mon bureau, je prends mon téléphone, c'est du réel que je vous dis. Vous pouvez vérifier. Le directeur des ressources humaines est là, il était présent. Je prends mon téléphone, j'appelle la SNH, Bernard Bahia. Feu Bernard Bahia, il est décédé aujourd'hui. Je lui donne la situation, il y aura réduction des effectifs, voilà. Il me dit non, on ne peut pas accepter. Il me dit fais-moi un petit papier, je veux voir avec l'ADG. Je lui fais un petit papier, je faxe. J'attends, la journée passe, rien. Le lendemain, rien. Au 3e jour, c'est le DG qui vient me dire mais attends, mais on a discuté ici à deux, mais pourquoi tu es parti mettre SNH dans le coup? SNH ne doit pas être au courant. Je dis ben si, quand on paye 100 francs, SNH paye 70 francs, pendant qu'on paye 30 francs. Donc, j'ai informé SNH normalement. SNH n'est pas d'accord, il me dit non, qu'il malheureusement. SNH m'a donné feu vert pour envoyer. Et puis j'ai dit bon, ok, ça va se faire sans moi. J'ai déposé ma démission. On espère que voilà. Et quand la démission part, le DG dit, moi, je ne peux pas décider à votre niveau, j'envoie ça au siège. 4 jours après, il m'appelle, il me dit, le PDG dit, vous pouvez partir étant content. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, faites la liste de ce que vous voulez. J'ai fait la liste, c'était à peu près 500 millions, à pas loin. On vous a viré ça? On m'a viré ça et je suis parti. On espère que les 500 millions sont encore là. Bon, la dernière question, vous sortez du jardin de notre invité. Vous croyez que les femmes qui sont là, c'est possible, c'est possible. Elles ont déjà croqué, hein? Bon, il peut y a la place, hein, madame, je vous dis. Bon, je vais peut-être trouver quelqu'un, mais pas moi. Une dernière question à nous sortir du jardin de notre invité. Étant donné que vous êtes élite du BAM, vous aimez sûrement certains plats traditionnels de chez vous. Qu'est-ce que vous aimez? Le mets de pistache, la sauce gombo? Le penque base. Ben, chez nous, un bama qui doit bien dormir, les mets changent un peu en fonction des arrondissements. À Bafia, c'est le couscous de maïs, qu'on appelle que penque base. Et les bitossons, que d'autres appellent conti, ou bien japcher. C'est le même légume. Et puis, à côté, un petit rôti de quelque chose. Ça peut être un gibier, la viande de bœuf ou du poisson. Ça, c'est le plat préféré. Et c'est mon plat préféré. Ah. Voilà. Bon, je pense que je vais transmettre la nouvelle à la 4e épouse. Celle qui est peut-être en route. La recette? Oui, la recette. Je suis dans une position où, à partir du moment où chacun est de son côté, il n'y a pas d'interférence. Je suis libre d'en reprendre. Je pense qu'elle regarde. C'était tout pour le jardin secret. Merci à vous, Nazira. Merci d'être passé par là. J'espère avoir été assez honnête avec vous. Ah oui, très ouvert. On a aimé. Merci pour cette référence. Guy Merlot, Indien va retrouver votre place dans un instant. Le temps pour nous de poser une ou deux questions en relation avec le fil rouge de notre discussion, le mémorandum du Grand BAM. Est-ce que le Grand BAM existe comme entité?